téléspectateurs de l'émission Femmes. Bienvenue à vous, bienvenue également à notre invitée. Il s'agit de Madame Jacqueline Karidas Moulamba. Elle est femme politique, femme entrepreneur, elle est dans le social et beaucoup d'autres choses que nous aurons à découvrir parce que c'est pas évidemment la première fois, mais à chaque fois, elle rajoute toujours des membres à ce qu'elle fait déjà. Bienvenue Madame. Merci. Vous êtes femme politique? Absolument. Candidat député J'étais candidate députée nationale dans la circonscription de Lukunga. Ça n'a pas été? Non, ça n'a pas été, mais on continue la lutte. Une expérience que vous ne regrettez pas? Absolument pas. Que peut-on espérer de vous justement dans ce secteur de la politique? Bon, vous restez active de quelle manière? D'abord parce que j'ai pu me joindre à d'autres femmes. Donc, nous sommes dans la lutte de la parité, bien entendu. Nous avons créé ce qu'on appelle aujourd'hui DINAFEC, Dynamique nationale des femmes candidates, de toutes tendances confondues. Donc, peu importe de quel parti politique, notre lutte, c'est d'abord que la femme congolaise, au niveau politique, elle puisse se faire reconnaître. Parce qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire, mais Absolument. Il y a quand même des pas qui sont franchis, justement, quand on observe un peu par rapport à la mise en place du gouvernement. 17% pour les quotas, genre, est-ce que vous êtes satisfait? En fait, en faisant bien le calcul, c'est même 18,2%, okay. Puisqu'on a 12 femmes sur 66. Donc, il y a 54 femmes, hommes, pardon. On n'est pas encore satisfait parce que, évidemment, la parité dit 50-50. Le président de la République, nous remercions parce qu'on a senti quand même sa main dans cette mise en place, puisque la première liste, elle avait été entre autres renvoyée parce que justement, il n'y avait pas assez de femmes. On est là où on est aujourd'hui, c'est pas encore suffisant, mais nous remercions le président de la République parce qu'il s'est impliqué en chef de l'État. Il avait promis qu'on allait atteindre 30%, on est loin de compte, mais bon, c'est pas mal, d'autant plus que sur les 18% en question, on n'a pas, comme j'aime à dire, casé les femmes dans des petits rôles où on a tendance à les mettre. Vous avez des postes de responsabilité. On a quand même des postes de responsabilité. Une femme vice-premier ministre. Exactement, aux affaires étrangères, on a au plan, etc. Donc, ça fait quand même des postes où finalement, on se rend compte que bon, on a pris en compte les compétences des femmes, pour une fois. Qu'est-ce qui a marché? Quelle est la sauce? Quelle est la recette que vous avez, justement, en tant que femme, votre analyse, pour qu'aujourd'hui, on ait ces résultats-là? On a fait beaucoup de lobbying. Pas nécessairement, pas seulement l'association où je fais partie, mais des tas d'autres associations des femmes, on s'est levé. On a rencontré beaucoup de responsables des partis politiques. Des regroupements politiques. Des regroupements politiques. On a été voir le président de la République, on a fait des déclarations, on a été voir le Premier ministre pendant les consultations pour lui remettre notre quelque part, déclaration. Ça remet en cause votre méritocratie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que les femmes puissent occuper des places, il faut faire beaucoup de bruit. Pour que vous ayez des places, des responsabilités, pour que vous participez dans la gestion de la chose publique. Je ne pense pas que ça remet en cause notre méritocratie. Au contraire, nous sommes battus, ce qui n'est pas logique. Parce que si la Constitution dit que c'est 50-50 et que justement pour la même Constitution, à un moment donné, les hommes se sont levés en disant non au président Joseph Kabila au moment où il voulait éventuellement, il y a eu tentative éventuelle de se présenter une troisième fois. Tout le monde s'était levé pour dire non. Mais pourquoi est-ce que pour le reste de la Constitution, on bafoue ça? Pourtant, il vous disait qu'il allait respecter la Constitution. Oui, bon, peu importe. On a quand même fait. Il y a eu quand même eu un glissement. Non. Il y a eu quand même un glissement. Disons bien les choses. J'ai rien contre le président Kabila, l'ex-président Kabila. Mais je suis juste en train de parler de la Constitution. Donc, ce n'est pas qu'on remet en cause les compétences ou la méritocratie des femmes. Je pense qu'il n'est pas logique, si dans la Constitution, quelque chose est couché dans la Constitution, on ne puisse pas les respecter. Donc, nous, on s'est levé parce qu'on veut que la Constitution soit respectée. Il n'est pas logique que, justement, revenons sur les consultations qui a eu lieu il y a quelques jours, quelques semaines. Le premier jour, je ne sais pas si vous avez remarqué, à la table
de consultation, le premier jour que le Premier ministre a reçu les représentants des regroupements, est-ce que vous avez vu une femme à cette table? Mais à qui la faute? Non, non, non. Il ne faut pas dire à qui la faute. Est-ce qu'il faut à chaque fois qu'on vous tire par la main pour ce n'est vous pas dire, qu'on venez à tel justement, endroit? justement, ce n'est pas logique. Est-ce que vous croyez vraiment que dans ces partis-là, il n'y a pas de femmes? Dans ces regroupements-là, vous pensez qu'il n'y a pas de femmes? Pourquoi est-ce qu'on mandate seulement les hommes? D'ailleurs, j'étais vraiment pas contente du fait que le premier jour de consultation, il reçoit les hommes. En tout cas, pourtant, dans ses critériums, il a dit, il s'est battu pour les quotas de la femme. Mais dès le premier jour, il reçoit. Moi, à sa place, je n'aurais pas fait cette réunion-là. J'aurais demandé à ces représentants des partis politiques de retourner, de ramener à cette table-là autant de femmes. Il les a quand même reçus. Et dans son agenda, il avait déjà mis pour le deuxième jour où il devait recevoir les femmes, les personnes vivant avec handicap, les confessions religieuses, les civils, etc. Ça veut dire que dans notre politique, on ne considère pas qu'il y a des femmes politiques. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. On est content du résultat. Pardon? Il faut l'admettre, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées, certes, mais on a tendance à marginaliser la femme, vous savez. Dès qu'une femme, okay, on est content des femmes qui ont le pouvoir aujourd'hui, à qui on a donné ces responsabilités. Ça reste des êtres humains. Si un homme fait une bêtise ou commet quelques infractions, on va en parler, on va dire, ah, celui-là aussi. Mais dès qu'il s'agit d'une femme, on met toutes les femmes dans le même moule, oui, en disant vous les femmes. On est très rigoureux. Pourquoi ça? On est injuste vis-à-vis de la femme. On a tendance à mettre tout le monde dans le même moule. On est des êtres humains. Si une femme commet une erreur, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont pareilles. Mais de manière générale, quand même, la situation de la femme en République démocratique du Congo augure l'espoir quand on voit une femme, deuxième personnalité du pays, Madame Janine Mabunda, quand on voit aujourd'hui qu'il y a des femmes qui occupent des postes de responsabilité, pas les moindres au sein du gouvernement. Espérons que ça sera aussi le cas pour les mandataires publics. J'espère que vous n'allez pas vous frotter les mains et vous dire que oui, non, ça va, hein, on a déjà assez de femmes. Non, on n'est pas satisfait. Je veux dire, on est content. On remercie les chefs de l'État. De la République. Exactement, on le remercie parce qu'il a vraiment quelque part bataillé pour... Parce qu'on aurait pu nous dire, oui, vous avez 30%, mais on nous donne des petits entre guillemets, ministères. Il n'y a pas de vrais petits ministères. Mais il y a aussi des différences entre la gestion d'une femme et la gestion d'un homme. La gestion d'une femme, moi, je pars toujours de penser, pour une femme compétente et une femme correcte, la gestion de la femme est généralement meilleure que celle d'un homme. Vous parlez en tant qu'une experte en ressources humaines? Absolument. Si vous regardez justement... Puisque aujourd'hui, la ressource humaine est devenue la ressource la plus importante dans toutes les grandes entreprises. Si vous regardez, la majorité de ces postes-là sont occupés par des femmes. C'est des bons gestionnaires. Dans le secteur privé? Dans le secteur privé, bien entendu. Et justement, dans notre secteur public, on devrait à un moment donné s'arrêter et de regarder qu'est-ce qui se passe dans le secteur privé. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes dans le public et dans le privé, ça marche? On doit pouvoir travailler avec des targets. On doit avoir une structure et des procédures et puis de respect. Aujourd'hui, on veut mettre en place, le président voudrait mettre en place la lutte contre la corruption. C'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'il y a toutes les structures derrière ou l'infrastructure, je dirais, pour contrôler ça? Il ne suffit pas de sortir avec un projet. Il faut encore analyser le projet dans la forme, dans le fond, pardon, parce que là, c'est la forme, mais dans le fond, quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on est dans une société avec autant de corruption aujourd'hui? Quels sont les mécanismes qu'on va mettre en place? Il ne suffit pas de faire des slogans en disant on va arrêter la corruption, éventuellement d'arrêter l'un ou l'autre. Mais quelle est la base? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Quelqu'un qui touche 50 000 francs, un père de famille, ou 50 $, vous êtes sûr qu'il peut vivre dans Kinshasa, même à l'intérieur du pays? Vous êtes sûr qu'il ne va pas voler? Posons-nous mieux la question. Voilà. Qui ne sera pas corrompu? Voilà, c'est ça le problème. Commençons par améliorer les conditions sociales de la population. Il y a beaucoup de choses. Le travail est énorme. Et nous, en tant que femmes, on est là, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les sociétés civiles, que ce soit dans les institutions publiques, hein, donc dans les mandataires. On aimerait bien pouvoir apporter notre expertise et
notre bonne volonté pour construire le pays. Ah, j'ai tout de suite envie de vous poser la question, vos ambitions politiques, jusqu'où elles pourraient aller, parce que là, les échéances électorales, c'est dans 5 ans. Il n'y a pas de limite. On a un petit temps, on est en train d'analyser, on va reprendre là où on était, ou éventuellement d'autres possibilités, parce qu'aujourd'hui, la situation est celle-ci, mais dans 2 ans, dans 3 ans, on s'y prépare, parce qu'il ne faut pas attendre la dernière minute pour pouvoir dire, voilà, finalement, je me réveille et je voudrais ceci. Non. Donc, ça se prépare. Première expérience, ça doit apporter de quoi nourrir la deuxième expérience. Donc, voilà. Madame Jacqueline, vous êtes aussi entrepreneur, oui, avec beaucoup des formations que vous donnez justement aux Congolais. Dans quel domaine exactement? Bon, j'ai une entreprise qui dispense toutes sortes de formations, mais moi personnellement, mes domaines d'expertise, c'est la gestion des ressources humaines, la gestion des transports et logistique d'entreprise, oui. La gestion de la qualité et puis tout ce qui est audit interne. Quand on parle d'audit, les gens voient toujours l'argent. L'audit interne n'a rien à voir avec l'argent. Je ne suis pas un auditeur financier. L'audit interne, oui, exactement. On a mis des procédures et on vient contrôler si ces procédures justement sont suivies. Et dans la gestion de la qualité, donc casquette juste avant, dans cette expertise-là, je suis à mesure non seulement de communiquer, de former, mais aussi d'accompagner les entreprises qui veulent se certifier dans tout ce qui est qualité, donc dans les normes standards ISO, ISO 9001, ISO ou OSAS 18001. Ça veut dire que toute la mise en place des procédures, j'aimerais bien d'ailleurs profiter et dire au président de la République, j'aimerais bien qu'il puisse justement avoir cette idée de mettre des procédures en place, des qualités. Donc, j'aimerais bien pouvoir le rencontrer. Vous êtes disponible pour apporter Absolument. votre expertise dans ce domaine-là. Parce que, justement, aujourd'hui, on est en train de décrier beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que nous présentons aux autres? Avec quelle qualité? Ça, c'est un problème. Exactement. C'est un problème. Oui. Bon, si on prend par exemple dans nos institutions, quelles qu'ils soient, que ce soit la présidence ou bien dans les organisations publiques, etc., ou dans les ministères, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de respect des procédures. Les procédures ne sont pas connues. Chacun vient, il invente son histoire. Vous allez chercher un document, il y en a un qui vous dit il faut payer ceci, il faut faire ça. Les documents ou les courriers se perdent. Je vous donne un exemple. Dans l'entreprise où je travaillais, on a écrit au président de la République. À ce jour, on n'a jamais reçu une réponse. Je ne dis pas qu'il l'a lu, il l'a mis de côté. As-tu réellement reçu? Oui. Ça c'est une question. Donc, dans ces domaines de gestion de la qualité, justement, c'est la traçabilité. La traçabilité des dossiers ou des projets. On doit pouvoir, pour revenir à la lutte contre la corruption, c'est aussi une partie. C'est si on est les institutions, les ministères ou même la présidence est accessible à toute personne. Pas, ça veut dire vous arrivez, vous entrez comme vous voulez, non. Mais avoir peut-être un marché aussi non plus. Hein. Oui, non, savoir un portal, comme on dit en brésilien, ça veut dire avoir un site où les gens peuvent faire leurs soumissions, soit écrire, soit envoyer des projets et ils ont un numéro et ces projets est suivi. À tout moment, c'est comme un tableau de bord. Ça permettra même au président de savoir, OK, on a combien de projets en cours. Ou dans un ministère, un ministre peut se dire, OK, on a reçu combien de dossiers. Et à tout moment, en faisant juste un bête clic, il doit pouvoir dire, OK, les dossiers se trouvent dans le bureau d'un tel. J'ose espérer, dans les 5, je crois, le conseiller spécial Migisha, Dominique Migisha, il a apporté, je crois, un draft sur la numérisation. Oui. Et j'ose espérer que justement, ça en ferait partie. Parce que ça fait partie de mes compétences. Ça nous fiabilise et ça nous donne une certaine... Exactement. Aujourd'hui, si vous voulez verbaliser quelqu'un, s'il vous a fui, vous ne savez pas le retrouver. Il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de registre de personnes physiques. Donc, c'est compliqué.
Très compliqué. Et en tant que justement femme entrepreneur dans ce domaine de formation, vos rapports, c'est de société à vous, société à société, où il y a quand même des individus aussi qui s'intéressent à renforcer leurs capacités dans un domaine ou un autre. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de l'engouement par rapport aux individus qui veulent aussi apprendre pourquoi pas, puisqu'on parle des femmes? Est-ce que les femmes s'intéressent à ce secteur? Il y a de l'engouement, spécialement pour certains. Bon, la ressource humaine, j'ai pas encore vraiment proposé beaucoup, mais la logistique, j'ai beaucoup de personnes qui se sont intéressées. Et des que femmes ça soit, aussi? oui, absolument. La moitié était pratiquement des femmes d'ailleurs. Que ça soit ici à Kinshasa, j'étais aussi dans la ville de Goma. Il y a les sociétés, mais il y a les personnes physiques aussi. Justement, dans ces formations, il y a aussi des partis politiques. Entre autres, à Goma, j'ai dû dispenser une formation à la fédération de l'IDPES de Goma, justement, parce qu'il y a aussi dans les partis politiques. Il y a beaucoup Ils de se rendent problèmes compte dans nos partis politiques. Exactement, parce qu'on est en train d'un côté de vouloir avoir des postes, etc. Mais si on n'a pas les compétences, ça ne va pas. Donc, il faut faire le renforcement des capacités pour que toutes ces personnes qui font partie, qui sont dans les partis politiques, entre autres les jeunes, on puisse leur donner les armes pour que, bon, une fois qu'il y aura réellement des entreprises, etc., qu'ils aient des possibilités de postuler et d'être pris, et pas d'être pistonnés, parce que quand vous êtes pistonné, que vous n'avez pas la capacité, en fait, c'est le pays tout entier qui va en souffrir, parce que votre travail ne sera pas bien fait, et la conséquence, elle sera là, d'une manière ou d'une autre. Ou alors, tout le monde veut aller dans la politique, mais la politique, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Oui, tout le monde veut devenir politicien. Donc, tout le monde veut politicien. Apparemment, c'est là qu'on gagne l'argent facile. Apparemment. Mais moi, je pense que l'argent facile n'existe pas. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur. C'est le travail qui a noblé. Absolument. L'on espère bien. Justement, dans le cadre de ce travail que vous faites au quotidien, vous touchez un peu à tout. Oui. Je n'ai pas envie de dire qui trop embrasse mal étreint. Je vous donne toute la chance qu'il faut pour réussir parce que vous savez bien ce que vous voulez. Vous êtes dans le social aussi. Exact. En faisant quoi? Bon, dans le social, au départ, j'avais commencé uniquement avec les orphelins. Donc, je suis dans 2 associations aujourd'hui, dont l'une, je suis fondatrice et présidente. Le deuxième, ça c'est Ajuda. Et le deuxième, je suis vice-présidente, c'est Love One. Dans le deuxième, on s'occupe les projets. Ça, voilà, le projet, ça sera de sortir les enfants de la rue. Comme vous voyez, de plus en plus des enfants en très très bas âge qui vivent dans la rue parce que la société ou nos conditions socio-économiques sont telles que. En passant. Oui. Le gouverneur a interdit qu'on puisse leur donner... Bon, là, ça revient encore avec tous ces projets, ces arrêtés, etc., ces ordonnances. C'est bien beau d'arrêter, mais quel est le traitement qu'il y a derrière? Vous empêchez les gens... moi, je suis contre tous ces gens qui vendent par terre, dans tous les sens, etc. D'abord parce que c'est pas hygiénique, puis après, au niveau insalubrité dans la ville, etc., ça crée des embouteillages, beaucoup de choses. Mais quand vous les empêchez de gagner là, qu'est-ce que vous avez mis comme mécanisme pour qu'ils puissent se retrouver? Ces enfants, je ne pense pas qu'ils sont dans la rue pour le plaisir d'être dans la rue. C'est vrai, il y a souvent des bandes qui sont organisées avec des adultes, etc. Mais si on allait d'abord dans le fond du problème, parce que vous allez interdire aujourd'hui, la police va les chasser, ils vont fuir. Mais donc, pour combien de temps? Ils reviendront. Et quand ils auront faim, ils vont chercher un autre moyen. Donc là où il demandait, il quémandait, il ne va plus quémander, il va aller voler. Oui. Donc on déplace juste le problème. À la limite, on crée un sérieux problème derrière. Donc je pense qu'avant de sortir des arrêtés, etc., ou des projets, analysons-le dans la profondeur et trouvons des solutions à long terme. Les solutions d'aujourd'hui qui vont créer d'autres problèmes après, seront intéressants pour personne. Et Love One apporte des solutions à long terme. Vous avez un projet de construire un centre d'hébergement? Oui, parce que le sortir, scolariser, parce que cette ASBL veut scolariser les enfants de la rue. Mais sortir les enfants de la rue, pour les scolariser, on va pas le garder dans la rue. Un enfant qui est dans la rue, il ne sait pas aller à l'école. Il a besoin des sécurités, il a besoin d'avoir des soins médicaux, il a besoin des suivis, il a besoin d'un suivi psychologique parce qu'il a longtemps vécu dans des conditions quelquefois dramatiques. Et donc, il faut qu'il y ait un centre qui va accueillir ces enfants
et qui va s'en occuper pour pouvoir les scolariser. Donc ça, c'est un projet qui est gigantesque, hein, qui demande beaucoup de moyens, mais on espère y arriver. De l'autre côté, à Jouda, comme je disais, donc, on s'occupe des orphelins. On a plusieurs orphelinats partenaires où on vient, on participe, etc. On s'occupe aussi de la jeunesse, hein, dans les formations, justement. On essaie d'encadrer parce que la jeunesse, c'est notre futur. Si on la laisse, ben, on ne sait pas vers où on va. Et puis, il y a la partie le femme, hein, donc essayer de donner une certaine autonomisation à la femme parce que la femme, elle est l'éducatrice de la famille. Quand elle n'a pas du tout de moyens, c'est très compliqué. Mais le peu qu'on peut lui donner, ça lui permet ne fût-ce que de faire nourrir les enfants. Donc voilà, ça c'est le côté social. Et bon, toujours dans le côté social, justement, on est en train d'ouvrir une mutuelle de santé. Bien sûr, une mutuelle de santé qui ne s'occupera pas que des personnes défavorisées, mais c'est sans distinction à toutes les couches de population. Donc, ici à Kinshasa? On va arriver à Kinshasa, mais on est en train de commencer d'abord au Nord Kivu parce qu'il y a simplement une très très grande demande à Goma. Même le gouverneur du Nord Kivu va nous accompagner. Il était parce très... que vous avez une ouverture du côté politique. Disons, non, pas du tout. Ça c'est venu par la suite. Le projet était déjà en cours quand on l'a rencontré, on a discuté avec, et il a trouvé que c'était une très bonne chose pour la population. Donc, on est en train de mettre cette mutuelle. Vous savez, quand vous proposez $10 de cotisation mensuelle, qui va prendre 4 personnes en charge, ça donne quand même la possibilité quasi à toute la couche des populations de pouvoir avoir des soins de santé de qualité suivis par un médecin conseil. Okay? Et ça, je ne pense pas qu'il y a beaucoup qui le donnent, à part peut-être l'Église catholique, hein, parce qu'il y a déjà quelques mutuelles, bien sûr, sur le... Oui, quelques mutuelles, les enseignants aussi ont leur mutuelle. Voilà. Nous, on est ouvert pour tout le monde. Il y a déjà des modèles qui existent. Exactement, on est ouvert pour tout le monde, que ce soit les entreprises, que ce soit les personnes œuvrant dans les institutions publiques, comme les personnes physiques. Ça veut dire, Madame Feza prend une souscription pour sa famille, mais elle a aussi des personnes qui travaillent chez elle à la maison, au lieu qu'elle ait des surprises. De temps en temps, vous le savez, les personnels à la maison, il y a toujours j'ai un enfant malade, etc., etc. Vous pouvez aussi souscrire pour ces personnes-là. Ça vous donne une certaine sérénité de savoir que quand ils sont malades, vous n'avez pas à devoir toucher à votre budget parce que vous budgétisez, vous planifiez vos dépenses, ce qui est beaucoup plus intéressant. Mais la crainte justement avec ces mutuelles de santé, certains diront les Congolais tombent tout le temps malades, qu'à un certain moment ce n'est pas trop avantageux pour ceux qui sont initiateurs de ce genre de projet. Bon, les risques, qui ne risque rien n'a rien, hein, ça c'est certain, les risques est là. Pourquoi est-ce qu'on est tellement malade? D'abord, notre environnement qui n'est pas très sain. Les gens ne mangent pas aussi comme voilà, se doit. Voilà, il y a toute la partie prévention et éducation. Quand je vous dis qu'on s'est intéressé on a intéressé le gouverneur justement, ça en fait partie. Parce que, ok, de l'autre côté, on va donner les soins, l'accès aux soins de santé, mais le fait de travailler avec l'autorité de la ville ou de la province, on va aller ensemble dans la partie prévention aussi. Parce que qu'est-ce que la plupart des gens aujourd'hui ils ont comme problème? Malaria, typhoïde, choléra de temps en temps quand il y a des épidémies, etc. Donc si on va dans l'assainissement de la ville ou de la province, il y a toute la partie, je vais dire, prévention qui sera déjà mise en place et qu'on pourra aussi permettre aux gens d'être moins malades. Quand il y a des campagnes du PALU, par exemple, qui sont faites par l'USAID ou SANRE, c'est bien beau de distribuer des moustiquaires imprégnés. C'est bien beau, mais les personnes ne vivent pas sous le moustiquaire imprégné. Non, toute la journée, vous êtes dehors, même s'ils l'utilisent, à supposer qu'ils l'utilisent. Mais ils l'utilisent seulement pour aller dormir. Mais du matin, quand vous entrez dans n'importe quel véhicule, si vous laissez votre véhicule ouvert, quand vous allez entrer, il y a plein de moustiques. On est en plein jour. Il faut assainir l'environnement. Voilà, donc il faut d'abord commencer par l'assainissement de l'environnement. Et ça, là, la femme a un grand rôle à jouer aussi. Hein. Exact, mais je pense que il faudrait peut-être que les autorités se mettent sérieusement à mettre des règles par rapport à l'assainissement.
Comment vous pensez que l'on peut régler, de manière générale, votre point de vue, ça peut toujours aider, que l'on peut régler cette question? Est-ce qu'il faudrait imposer des sanctions avec, par exemple, des amendes, hein, comme c'est fut à une certaine époque, il y a très longtemps? Moi, quand je suis partie d'ici pour aller vivre un petit moment à l'étranger, au Brésil, je me rappelle toujours qu'on avait les systèmes des salons. C'était de l'époque du président Mobutu. Oui. Ça continue quand même, mais de manière aléatoire. Mais c'est du n'importe quoi aujourd'hui. Moi, je suis désolée, j'appelle ça du n'importe quoi. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas le phénomène sac en plastique, sachet, etc. C'est vrai, ça pollue énormément. L'environnement se dégrade davantage. Voilà. Mais je pense qu'on doit d'abord revoir les systèmes au niveau administratif. Pendant la campagne électorale, j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'aujourd'hui, on a des chefs des quartiers qui n'ont plus aucune autorité sur la population. Quand moi, je grandissais, un chef, d'ailleurs, on ne voyait pas le bourgmestre, on ne voyait pas le gouverneur. C'était, waouh, c'était grave. Mais la personne avec qui on était en contact, mais qu'on craignait, c'était les chefs du quartier. Donc, je pense qu'on doit revoir un peu au niveau administratif, dans l'administration locale, quel est le rôle? Comment réorganiser tous ces systèmes-là? On doit avoir des chefs des quartiers, on doit avoir des leaders, des éducateurs au niveau des quartiers pour éviter, parce qu'il y a le côté assainissement, mais il y a aussi le côté insécurité qui commence à prendre de l'ampleur dans tous nos quartiers. Or, si il n'y a pas une médiation, s'il n'y a pas une certaine autorité dans les quartiers, je pense qu'on va avoir des sérieux problèmes. Donc, qu'on mette d'abord ça en place et qu'on remette réellement la situation où tout le monde doit nettoyer devant chez soi tous les jours. Parce que le matin, avant, chaque maman sortait de la rue, elle nettoyait. Que ce soit à 5h, 6h, elle nettoyait, l'autre maman devant, elle nettoyait. Mais maintenant, elle va jeter dans les elle caniveaux. fait la cuisine à l'intérieur, puis elle jette dans la rue. Et on trouve ça normal. Quand vous venez, vous dites quelque chose, mais oui, bien sûr, vous voulez qui? Que ce soit un Chinois, que ce soit un Belge, ou que le chef de l'État sorte de chez lui pour venir. Et c'est pas le chef de l'État qui vient salir devant chez vous. Tout à fait. Donc, les caniveaux sont remplis de détritus. C'est pas possible. Les changements de mentalité, on en a assez parlé. Justement, Biwan aussi est très impliqué dans cette lutte contre l'insalubrité à travers sa campagne Bisso. C'est un mouvement citoyen que vous connaissez aussi. L'on espère vraiment que ça va porter des fruits. Des citoyens comme vous et moi, nous sommes appelés à jouer pleinement notre rôle pour que le Congo puisse être vraiment le Congo que nous attendons tous et qui puisse nous offrir un bel environnement. Madame Jacqueline Karidas Mulamba, cette émission est finie. Je sais que vous avez beaucoup à dire, c'est pas la première fois qu'on échange sur ce plateau femmes, mais l'on vous recevra prochainement. L'on vous souhaite bon vent par rapport à votre projet de la mutuelle de santé que vous allez mettre en place incessamment à Goma, ainsi que d'autres projets et surtout et que votre combat pour l'épanouissement de la femme aussi puisse porter des fruits. Madame, messieurs, merci à vous. Merci également à notre invité. Merci beaucoup, Madame Feza, et je remercie toute l'équipe de B1. Bonne soirée. Merci beaucoup.